Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver en chair et en os. Bon, vous allez voir le chef de l'État cet après-midi, Exact. à partir de 16 heures avec les autres partenaires sociaux. Il vous réunit de nouveau, il y avait le 4 juin, encore une fois aujourd'hui. Est-ce que vous attendez ce signal fort, vous n'êtes pas le seul, sur l'assurance chômage et qu'il abandonne, qu'il vous dise clairement, nettement aujourd'hui, sur l'assurance chômage, on abandonne la réforme? On attend, oui, effectivement, qu'il mette en phase ses paroles et ses actes. Pendant tout le confinement, il est souvent intervenu dans les médias, devant les Français. Son idée, c'était de dire il faut que des choses changent. Le changement, c'est pas de remettre sur la table des choses qui étaient là hier et qui montrent d'ailleurs, si on prend l'assurance chômage, pourquoi on a maintenu le système en l'état, c'est parce que ça permettait de couvrir, alors avec les réformes passées qui ont beaucoup amputé les droits des privés d'emploi, mais parce que ça permettait de maintenir, j'allais dire, en vie, sans guillemets, un certain nombre de privés d'emploi. Donc l'assurance chômage, c'est important pour les privés d'emploi et nous proposons d'ailleurs de l'améliorer. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, pour vous, ça serait un signal fort qu'il vous enverrait en vous disant qu'effectivement, aujourd'hui, cette réforme d'assurance chômage, modification du nombre de mois, de cotisations, etc., pour l'instant, c'est suspendu, c'est annulé. Ça serait, je vous le répète, ça serait un signal fort pour l'ensemble des privés d'emploi, mais pour l'ensemble des Français, et la démonstration que ce qu'il nous a dit, il le fait. Mais l'expérience nous montre que souvent il a beaucoup parlé et il a peu fait ce qu'il avait dit. Mais il vous reçoit. Oui. Il vous reçoit souvent. Enfin, vous, les partenaires sociaux. Après, vous recevoir, c'est une chose. Vous écoutez, c'en est une autre, c'est ça? Voilà, nous écouter, c'est une chose, nous entendre, c'est autre chose. Et là aussi, l'expérience montre que quand il a une idée dans la tête, il fait beaucoup de communication pour dire, vous voyez, je discute avec tout le monde. D'ailleurs, hier, il recevait d'autres, il reçoit beaucoup de monde en ce moment, hein, pas que les syndicats. Mais que quand il a une idée dans la tête, il a du mal à entendre. L'AMF, il y a eu l'AMF, les maires de France, les chefs de groupe j'ai pas son au Sénat et agenda à en tête, l'Assemblée. mais il a reçu du monde. La situation, Philippe Martinez, situation sanitaire s'améliore en France. Et donc, est-ce que pour vous, c'est logique d'assouplir le protocole sanitaire en entreprise pour accélérer le retour des salariés au bureau? Il faut encourager ce retour à la normale, de manière très progressive, on voit bien. Oui, il faut évidemment, mais vous savez que le travail, c'est important. On parlait des privés d'emploi, ils rêvent de retourner au boulot. Donc, évidemment, retrouver du lien social, etc., c'est important, mais la prudence reste de mise. Vous avez entendu le conseil scientifique qui a lancé une alerte sur une deuxième vague cet hiver. Vous avez vu ce qui se passe en Allemagne. À partir d'une entreprise d'ailleurs, d'un abattoir, c'est 600 000 personnes qui sont de nouveau confinées. Donc oui, le travail c'est important. Oui, il y a cette prudence de la part du gouvernement dans cette idée de desserrer encore une fois l'étau de la contrainte sanitaire, ou ça va trop vite? En tout cas, nous, on a souvent contesté le fait que la reprise, enfin certains, et notamment des ministres, voulaient que ça aille plus vite que ce que préconisaient les scientifiques. Et donc, les gestes barrières, c'est important. La prudence reste de mise parce qu'il y a encore des personnes vulnérables. Celles-là, il faut, et d'ailleurs on va en parler cet après-midi, le fait qu'elles puissent continuer à bénéficier du chômage partiel, parce que ce sont des personnes vulnérables. Il y a la question des parents aussi. Les écoles ont réouvert, mais tous les élèves ne sont pas accueillis. Voilà, il reste des problèmes importants. Mais il faut favoriser, vous êtes d'accord, la reprise de l'activité, le retour au travail des salariés. Il faut favoriser le retour au travail, parce que le travail, c'est structurant dans la vie de quelqu'un. Et donc cette règle qui posait problème à beaucoup d'employeurs, des 4 mètres carrés minimum par collaborateur, elle devrait être desserrée. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Il faudrait manifestement respecter maintenant le mètre de distanciation physique. Ça va dans tous ceux qui connaissent un peu le travail, vous en faites partie, savent que selon le travail qu'on exécute, le travail en équipe, etc., les modalités ne peuvent pas être les mêmes. Voilà, je vous ai parlé d'un abattoir en Allemagne, il y en a eu aussi en France. Les conditions de travail et les postures de travail ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas imposer à tous la même chose. La santé d'abord, nous c'est ce qu'on dit. Et donc il faut des modalités particulières selon les boulots qu'on fait. Vous savez, ceux qui sont obligés d'aller dans des vestiaires, etc. Il faut garder des barrières de protection, des distances de sécurité. Et sur le masque, apparemment, dans ce protocole qui serait assoupli, Philippe Martinez, il ne serait plus obligatoire que lorsque
le mètre de distanciation n'est pas respecté. C'est ce que je vous dis. Donc Ouais. il faut pouvoir adapter ça. Et puis il y a eu tellement de débats et de changements de stratégie sur le masque que bon, je pense qu'il faut essayer de garder son sérieux sur cette question-là. Le masque, c'est important de le mettre. Ouais. Qu'on soit à 1 mètre ou pas. Qu'on soit à 1 mètre ou pas. Voilà, c'est bien de le dire. Sur le télétravail, qui devrait redevenir l'exception et non plus la règle, sauf pour les personnes, vous en parliez, qui sont fragiles, à risque, qui pourront, jusqu'à la fin de l'été, rester au minimum en télétravail. Là encore, ça va dans le bon sens? Vous savez que nous avons, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire ici sur cette antenne, que nous sommes pour un accord national. Le télétravail, ça doit être encadré. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'était du travail à la maison. Le télétravail, c'est autre chose. Le télétravail, c'est pas faire les devoirs des enfants ou partager un ordinateur à 4. Il n'y a pas d'école, effectivement. Eh oui, donc et puis ça ne doit pas coûter aux salariés. Si c'est la facture d'énergie, elle augmente, le matériel, etc. Donc nous, c'est ce que nous avons proposé au MEDEF. On fait pour l'instant un diagnostic, y compris on a des remontées de l'expérience de salariés qui ont été Première expérience à grande échelle. Oui. Donc il y a un retour d'expérience. Donc maintenant il faut négocier. Or, vous l'avez sans doute constaté, le MEDEF n'est pas très favorable à un accord national sur le télétravail. Eh bien, je pense que parce qu'il y a eu trop d'abus pour vous? Est-ce que toujours pareil, on parle des trains qui arrivent en retard et globalement ça s'est quand même assez bien passé, même si effectivement quand il n'y a pas d'école, on a tous vécu, il faut s'occuper des enfants. Premièrement, pour beaucoup ça a été subi. Ah oui. Oui. Donc, et le télétravail ne doit pas être subi, ça doit faire partie de choix. Et deuxièmement, c'était, on va dire ça comme ça, c'était un peu, bon, pour beaucoup, c'était du grand n'importe quoi. Je vous le dis. Quand on travaille, on travaille. Ça s'est fait dans l'urgence, les boîtes on bascule du jour au lendemain. Donc on ne peut pas généraliser quelque chose qui n'était pas du télétravail. Il faut encadrer, je le répète. La ministre est favorable, la ministre du Travail. Oui, si j'ai bien compris. Écoutez, en tout cas, elle nous a refilé le bébé et on assume nos responsabilités. Oui. Mais pour l'instant, le MEDEF n'est pas favorable à un accord. Quand vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas content ou pas entendu, vous n'êtes pas content, là, elle vous dit la patate chaude, elle est chez vous, négocier. Je connais par expérience l'attitude de la ministre en particulier, du gouvernement. C'est comme vous dites, il nous refile la patate chaude. Et comme on se brûle, et bien il dit, comme vous n'êtes pas capable de tenir la patate chaude, je la récupère. Et je fais ce que je veux. Donc, on a l'expérience de l'assurance chômage, des retraites et de bien nombre... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à s'entendre, toujours pas en France, entre partenaires sociaux, pour trouver des solutions, alors qu'on vit, encore une fois, la pire crise, la pire récession, crise sanitaire. C'est une bonne question. Donc, mais quand... Après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde s'est mis autour de la table et on a reconstruit le système. Quand tous les syndicats sont d'accord pour une chose, entre syndicats de salariés, ce qui est quand même rare dans notre pays, c'est un signe qu'on devrait avancer. Donc maintenant, le MEDEF doit aussi accompagner, en tout cas favoriser cette négociation. Sur le chômage partiel, et après on passe à autre chose, les boîtes sont plus mises à contribution. Il y a cette histoire de chômage partiel de longue durée. Je ne suis pas un expert. Toutes ces nouvelles formules, le fait que l'État enlève un peu la béquille parce que ça coûte cher aux finances publiques en disant ça sera maintenant un peu aux entreprises d'en prendre un peu plus, de payer un peu plus leur part des salaires. Mais en même temps d'avoir un chômage partiel de longue durée pour les entreprises qui sont toujours en secteur sinistré. Voilà, nous y sommes favorables. Par contre, premièrement, il faut avoir la réalité des salariés qui ont été en chômage partiel. Parce qu'on a évoqué le chiffre de 12 millions, 13 millions. Ouais. Ça, c'était les demandes. Maintenant, il y a la réalité. On parle plus de 6. 6 à 6. 6. Donc ça a coûté de l'argent, mais moins cher que ce qu'on avait annoncé. 12, c'est intéressant. 12 millions, ce sont les demandes faites par les entreprises. Ce sont les entreprises, voilà. Ils font des prévisions, ils demandent... D'ailleurs, pour un mois entier ou pour quelques jours? Oui. C'était un équivalent qu'on appelle ETP, équivalent temps plein. Mais c'est pour du temps partiel, etc. Donc on fait les demandes et puis après on demande à être remboursé. Et donc il y a un décalage entre les demandes, les prévisions et la réalité. Donc je vous dis c'est... Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il y a ce décalage? Il faut demander, la prochaine fois que vous recevez un employeur, vous lui demandez. Non, mais c'est parce que ça n'a pas été accepté par... Non, c'est que finalement, peut-être que l'activité était moins réduite que prévu, j'en sais rien, vous voyez. Donc, par contre, il reste des salariés pour qui il faut maintenir le chômage partiel et de longue durée. Donc, il y a des mécanismes qui existent, il faut les améliorer. Et notamment, on ne peut pas rester 6 mois à être payé à 85, 84, 80%, donc il faut que cette enveloppe, elle augmente. Et puis, nous avons proposé que, par exemple, il puisse y avoir de la formation. Puisque c'est une période où on ne travaille pas, on pourrait faire de la formation pour améliorer les qualifications. C'est bon pour le salarié, c'est bon pour l'entreprise.
Oui. Est-ce que le gouvernement fait le job sur le chômage partiel en mettant 30 milliards, le système, on nous a dit, le plus généreux, ce qui est vrai, hein, sur le papier, le plus généreux d'Europe sur le papier. C'est des formules, Des formules de langage. C'est que de la com. Hein. Non, mais le système... 30 milliards d'euros, ça coûte. Le système, il existait avant le Covid. Effectivement, on a un des meilleurs systèmes au monde, mais il existait avant. Ce qui veut dire que notre modèle social, il n'est pas si mauvais que ça. Quand ça intéresse, on dit qu'il est très bien, puis quand ça dérange, on dit qu'il n'est pas bien. Oui, on n'est pas aux États-Unis. Ce qui a changé, c'est le nombre de personnes concernées par le chômage partiel. Donc ce n'est pas le système qui est nouveau, c'est le nombre. Parce qu'évidemment, on est dans des circonstances particulières. Et heureusement qu'on a le chômage partiel. Sinon, aux États-Unis, c'est combien? 15 millions Plus de 20 millions. Voilà. Bon. Mais ils ont déjà commencé à réembaucher le mois dernier. Ouais, c'est comme ils font, ils virent les gens, ils les réembauchent le mois d'après. On fait ça par tweet ou par SMS, on est viré, puis on est rembauché de la même façon. Ouais. C'est pas le modèle. C'est pas le modèle. C'est pas notre histoire. Puis je pense qu'on va peut-être être d'accord pour dire que c'est pas un modèle de société qui fait rêver. Non, pas vraiment. Merci. Jean-Hervé Lorenzi, vous connaissez Jean-Hervé Lorenzi, il était à votre place hier. Très content, président du cercle des économistes, ex-en-scène la semaine prochaine, il m'a dit, il y a Martinez qui vient, vous êtes content d'y aller? Mais partout où on peut apporter nos propositions, évidemment, on le fait. Que ce soit avec le gouvernement, que ce soit... Évidemment, c'est d'abord aux salariés qu'on adresse. Et je crois que le débat ne fait jamais de mal à personne. Donc je vais être content de parler de la réduction du temps de travail, par exemple. Vous avez vu... que les 150 citoyens de la Convention citoyenne ont été plus révolutionnaires que la CGT, puisqu'il y a eu une idée de porter la durée hebdomadaire à 28 heures. Donc on n'est pas des fous furieux. Des illuminés, voilà. Donc oui, parce que si on veut travailler tous, et le problème du chômage des jeunes, qui est à l'ordre du jour de cet après-midi, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. C'était ma question. Et il me disait, le gros choc auquel la France doit faire face à la rentrée, ce sont les 700 000 jeunes qui vont, crise du Covid oblige, peut-être se retrouver sur le carreau. Oui, enfin, c'est pas que crise du Covid, mais parce que le gouvernement s'est gargarisé des bons chiffres du chômage, mais on voit bien, c'est le cas de le dire, la précarité de ces chiffres. Dès qu'il y a une crise... Ce sont les précaires qui trinquent en premier. Oui, et 300 000 intérimaires de virés, 300 000. Sur les 400 000. Donc le chômage précaire... Enfin, le travail précaire, c'est pas la solution. Parce que dès qu'il y a un problème, et là, il était grave, eh bien, c'est eux qui dégagent. Nous faisons des propositions, par exemple, sur l'apprentissage. Puisque le gouvernement donne des aides aux employeurs, eh bien, il faut qu'à la fin de l'apprentissage, on embauche. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on entend, j'ai vu Bruno Le Maire dire qu'il était favorable justement à cette prime. Alors, exonération de cotisation pour les 25 ans. Pas exonération de prime. Alors, exonération de cotisation. Non, parce que après, vous en parliez tout à l'heure, avant que j'arrive. Cotisation, c'est financement des retraites, c'est financement de la santé. Est-ce que notre santé, on l'améliore? Enfin, notre système de santé, on l'améliore. Il a fait ses preuves dans des conditions difficiles. Il y a le Ségur de la santé. Il faut des moyens pour la santé. Les moyens, c'est la cotisation. Donc, et si on habille Paul pour déshabiller Jacques, voilà. Mais habillons Paul et Jacques, nous, c'est ce qu'on propose. On habille tout le monde. La prime à l'embauche pour les jeunes. Non, ce qu'il faut, c'est que pour l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est bien. Donc cette prime, elle doit être conditionnée à l'embauche à la fin de l'apprentissage, dans l'entreprise d'accueil ou dans une entreprise de la filière. Les grands groupes ont de l'argent, les grands groupes ont beaucoup d'argent. Eh bien, ils pourraient favoriser l'embauche d'apprentis chez leurs sous-traitants, de rang 1, de rang 2, de rang 3, parce que ces salariés de ces petites entreprises, ils contribuent à la richesse de la grande, puisqu'ils travaillent pour eux. Donc voilà. On peut contraindre les grands groupes à dire à leurs sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, vous m'embauchez un jeune? Oui, on entend l'idée sur le papier, mais vous savez, matérialisable. Vous savez, quand c'est la fin de l'année et qu'on verse des dividendes aux actionnaires... Il y en a moins, vous avez vu, on a eu les chiffres. Hein. Dans 70% des cas, on parle du CAC 40, dividendes supprimés ou réduits. Lisez le rapport d'Oxfam, je pense que vous l'avez lu. Il y en a beaucoup, il y en a encore de trop, et au détriment des investissements et de l'emploi. Donc le gouvernement peut décider, parce qu'il faut que les politiques servent à quelque chose, de dire, vous êtes dans la même filière, un sous-traitant de l'aéronautique, de l'automobile ou je ne sais quoi, même s'il ne travaille pas chez le donneur d'ordre, il contribue à la richesse. Et à créer le produit. Eh ben, il devrait y avoir de la solidarité. Ouais, c'est la CGT qui demande aux patrons d'être solidaires entre eux. C'est quand même intéressant. Et donc, oui, le gouvernement devrait contraindre. Et donc, pour ces jeunes, ça serait une garantie d'avoir un emploi. Parce que trop souvent, on dit aux jeunes,
venez faire votre apprentissage chez nous, et vous verrez, ça fera bien sur votre carte de visite pour aller chercher du boulot ailleurs. Ce n'est plus possible. Il faut aussi que je vais parler de la réduction du temps de travail, mais il faut aussi que dans les entreprises, il y ait des efforts de fait, par exemple en termes de tutorat. Il y a des anciens qui aimeraient bien partir en léguant leur savoir-faire à un jeune. Eh bien, il faut revoir un statut de tuteur, par exemple. C'est des propositions qu'on fait pour permettre l'accueil des jeunes. Qu'est-ce qu'on fait sinon? Parce qu'on parle de plus en plus de plans de licenciement, de faillite et donc du chômage. Je ne veux pas qu'on parle, on en voit. On en voit, mais paraît-il encore plus sur la rentrée, sur septembre. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ces cascades de plans de licenciement, cette flambée du chômage? On a ces chiffres qui font froid dans le dos, des 400 000 chômeurs de plus sur le premier trimestre. Et sur, nous dit Bruno Le Maire, 800 000 emplois détruits sur le reste de l'année. L'UNEDIC nous parle de 900 000 sur 2020. Écoutez, si à chaque fois qu'on donne de l'argent, et il y en a beaucoup à des grandes entreprises, parce qu'on en donne plus et beaucoup aux grandes qu'aux petites, ça se traduit par 4 500 suppressions d'emplois, ou 3 000, ou 8 000, comme j'entends. Ben, ces aides-là, il faut les conditionner au maintien de l'emploi. C'est quand même pas dur. C'est quand même pas dur. Parce que si je prends Renault, une entreprise que je connais bien, Oui. on prête 5 milliards. C'est un prêt. Oui, Pour le rembourser après. D'accord. Enfin, c'est pas une subvention, c'est pas une aide, c'est pas un cadeau. Demandez à un patron de TPE, lui, pour avoir 1 000 euros, pas 5 milliards, 1 000 euros, il rame. Donc, on prête 5 milliards. Le lendemain, on annonce 4 500 suppressions d'emplois, beaucoup dans la R&D d'ailleurs, ce qui est très inquiétant. Très inquiétant. Combien en France sur les 4 500 emplois supprimés? C'est de l'ordre de 4 200 en France. Oui. Et dont un bon tiers à Guyancourt parmi les ingénieurs et cadres, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de développer les produits de l'avenir. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 5% d'augmentation du cours de l'action, parce que c'est des licenciements boursiers. Et puis, j'ai eu l'occasion de le dire, mais c'est quand même un scandale, que le premier actionnaire individuel du groupe, qui est l'ancien PDG, qui passe de beaux jours au Liban, a gagné 3 millions d'euros une journée. C'est scandaleux. Ouais. Donc voilà, donc il faut conditionner, c'est ça, conditionner. Mais après, encore une fois, soit vous mettez en avant les grands groupes, mais l'économie française, c'est pas seulement les grands groupes. D'accord, mais... D'ailleurs, vous savez que les grands groupes font 80% de leur chiffre d'affaires en dehors de France. C'est aussi un problème. On l'a vécu... on a des champions nationaux. D'accord, mais on l'a vécu dans la période d'avoir des délocalisations quand on a besoin de médicaments, de masques. Voilà, nous, par exemple, à la CGT, on propose, et on a de quoi faire, la création d'une filière d'imagerie médicale en France, peut-être à l'échelle européenne. On a de quoi faire. Ça, c'est des propositions d'avenir qui créent de l'emploi sur des technologies modernes. Donc moi, je suis conscient qu'il y a des petits patrons qui doivent se dire « mais ils parlent que des grands groupes ». Mais pourquoi on les appelle les donneurs d'ordre, les grands groupes ? C'est parce que c'est eux qui donnent des ordres aux petits, qui les obligent à investir et qui, du jour au lendemain, leur disent « ah, bah, c'est plus vous notre fournisseur parce qu'on a trouvé, je ne sais pas dans quel coin du monde, des gens qui sont mal payés, qui travaillent 7 jours sur 7, 12 heures par jour, parfois même chez des sous-traitants, des enfants. » Eh bien, c'est scandaleux. Ouais. Je pense que certains sont revenus aussi de chercher toujours le cent de plus à gagner en délocalisant, en ayant des sous-traitants un peu partout dans le monde. J'aimerais bien vous croire. Non? J'aimerais bien vous croire. Il n'y a pas un avant et après Covid de revoir en tout cas cette chaîne d'approvisionnement, de relocaliser un petit peu. Vous avez entendu parler de Nokia? Oui. Il transfère où leur R&D? Où ça, dites-moi? En Inde. Voilà. Ça, c'est le jour d'après qui ressemble beaucoup au jour d'avant. Donc le gouvernement, là, peut agir en disant c'est pas possible de continuer comme ça. Puisqu'on parle du gouvernement, on va se quitter là-dessus, sur cette réforme des retraites. On en parlait juste avant donc avec le Figaro. J'ai entendu. Qui, selon leurs informations, voilà, le président n'a pas jeté l'éponge, il compte faire passer cette réforme, elle a édulcoré manifestement avant la fin du mandat. Il n'a pas enterré sa réforme, vous en pensez quoi? Parce qu'il serait ferme sur le système à points, la disparition des régimes spéciaux, mais sur le reste, encore une fois, c'est une nouvelle patate chaude pour les partenaires sociaux qui devront négocier sur... oui, on ne peut pas m'accuser d'être machiavélique. Qu'est-ce que je vous disais? Il a dit il faut que des choses changent, je vais écouter plus, etc. Et la première chose qu'il ferait, c'est de nous remettre la réforme des retraites, alors que tous les syndicats, même ceux qui à la base étaient pour, disent que ce n'est pas le moment de, excusez-moi l'expression, de refoutre le bordel. Qui s'occupe des personnels soignants? Ça, c'est urgent. La revalorisation de leur salaire, parce que ça traîne. Les emplois à l'hôpital, la réouverture de lits, ça, c'est l'urgence. Parce qu'il les a beaucoup salués. Ça serait une erreur de remettre sur le devant de la scène cette réforme. Et là aussi, ça montrerait qu'il parle bien, beaucoup. Il est très compatissant quand ça va mal.
Mais dès que les choses reviennent, entre guillemets, dans l'ordre, j'allais dire chasser le naturel, Macron revient au galop. Voilà, donc pour vous, il ira au bout, c'est le risque. Et vous en parlez avec lui, quand vous le croisez, vous dites, attendez, soyez clair, Président, sur la réforme, vous comptez aller jusqu'au bout. Mais non, on ne lui a pas dit ça, on lui a dit, votre réforme, elle n'est pas bonne, il faut l'arrêter. Il faut plus de solidarité. Et il vous répond quoi? Il répond pas grand-chose. Il répond pas grand-chose. Mais en tout cas, je peux vous le dire, si le gouvernement remet sur le tapis des choses qui ont montré leur inefficacité, la mobilisation sera à l'ordre du jour. Vous avez vu que les personnels soignants étaient très mobilisés le 16 juin. Il y a encore des journées d'action qui se préparent. Et en tout cas, la CGT, avec d'autres, on est prêt à se mobiliser parce qu'on sait bien que sans mobilisation, malheureusement, On n'obtient rien. on parlait beaucoup de dialogue social, mais le dialogue social, il est très limité quand il n'y a pas la mobilisation des salariés. Derrière. C'est un rapport de force. C'est vieux comme le On ne monde. va pas réinventer l'eau chaude. C'est vieux comme le monde. Merci Philippe Martinez Merci d'avoir à été vous. avec nous, secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.